Céline Zuffray est une écrivaine suisse d'origine valaisanne qui vit désormais à Lyon. Elle a réalisé un Bachelor of Arts à l'Université de Fribourg ainsi qu'un Master en pratique d'art contemporaine à la Haute École de Berne. Son premier roman, Sauver les meubles, est paru aux éditions Gallimard en 2017. Elle y raconte l'histoire d'un jeune photographe incapable de vivre de son art, ayant à sa charge un père malade, qui se résigne à mettre ses talents au service d'une grande entreprise de meubles. Son roman a été traduit en italien et en suédois. Elle est lauréate de la bourse à la création littéraire Pro Helvetia en 2019 et de la bourse Littérature Pro du canton du Valais en 2021 pour l'écriture de son deuxième roman. Dans ses écrits, elle s'intéresse particulièrement à l'image. Fixe, dans son premier roman, animé, dans son deuxième, qui est en devenir. Pour ce second roman, elle approfondit en particulier le cinéma, ce qui l'a conduit à des incursions dans le journalisme, notamment pour le magazine SoFilm. Bonsoir. Donc je vais lire des extraits de mon deuxième roman que je travaille actuellement et qui questionne surtout, c'est sur la recherche d'un film et sur l'histoire du cinéma, sur les débuts du cinéma. Sur le fleuve, une bande de terre large d'un chemin seulement se réduit au fur et à mesure, long d'une centaine de mètres. Un peu d'herbe, des morceaux de pain gonflés par l'eau, tout au bout des bouteilles et des canettes. Depuis le pont où Constance est assise, elle voit le fleuve en entier, les cygnes atterrir depuis le ciel gris, leurs pattes lisses qui pédalent et frappent l'eau. Un jogger, training et bonnet noir progresse sur la bande de terre. De là où elle se trouve, Constance l'observe en plan large. Chacune de ses foulées se détache. Avec la distance, on dirait qu'il court au ralenti. Devant, à plusieurs dizaines de mètres, il y a la terre qui se termine en pointe et puis l'eau. Ses enjambées régulières se détachent, nettes sur la brume, automatique. Ce coureur ne s'arrêtera jamais de courir. C'est ce que Constance se dit, alors que la distance entre lui et le fleuve se réduit. Foulée après foulée, les bras relevés à la taille, le regard droit devant, le coureur court. Sur son banc, elle se redresse, retient son souffle. Il va courir le fleuve, passer de la terre à l'eau, sans changement de rythme, sans plus d'effort. Constance est seule, personne sur le banc, personne sur les rives, seulement les signes que ça n'intéresse pas. Foulée après foulée, le coureur se rapproche. Spectatrice, elle participe autant que lui à sa course. Son regard, sa croyance, c'est à deux qu'ils fouleront l'eau. Plus que quelques mètres. Elle est trop loin pour entendre. Elle imagine le bruit que feront ses baskets sur la surface. Des flocs moins bruyants que ceux des cygnes. À 2 mètres de l'eau, le jogger tourne autour d'une motte que Constance ne voit pas et repart dans l'autre sens, en rythme. Il n'a même pas été jusqu'au bout. Déçue, inconfortable comme quand on trace au crayon un cercle dont les deux extrémités ne se rejoignent pas, Constance resserre sa veste, ajuste son écharpe. Elle fixe la fin de la terre, son coureur à elle court encore droit devant. Son bureau est recouvert de post-it. Une écriture rapide, au feutre noir, les lettres se précipitent. Elle récolte les morceaux de papier carré, ses notes prises de nuit à la lumière blafarde de l'écran. Des dates écrites en gros, des noms, le début d'une chronologie, les événements les uns après les autres. Constance tente de mettre de l'ordre. L'histoire du cinéma est une suite de destins incroyables, de drames, de péripéties, de symboles. Ceux qui inventèrent le cinéma s'appelaient Lumière. Les premiers spectateurs ont fui devant le train projeté sur l'écran. Des légendes, des légendes. Constance devant le compteur, une multitude de compteurs, les livres et Internet racontent. Il était une fois le cinéma, et Constance, comme l'enfant, veut qu'on lui répète l'histoire, qu'on la raconte encore. Petit à petit, d'autres histoires viennent concurrencer la grande. Il était de multiples fois. Mais ce sera pour plus tard, pour l'instant la légende. Ceux qui inventèrent le cinéma s'appelaient Lumière, les premiers spectateurs ont fui devant le train projeté sur l'écran. Son bureau est débarrassé des post-it. Elle a reporté les notes dans son carnet noir, essaye de ne pas se perdre. Elle feuillette les livres achetés ou empruntés à la bibliothèque, relit les lignes soulignées au crayon. Constance, comme l'enfant, en veut toujours plus. Comment le cinéma ? Elle découvre tout, en veut davantage. Il y a toujours d'autres détails. Chercher, chercher encore. Elle veut comprendre, tout comprendre. J'étais hier au royaume des ombres. Un nouveau monde. Avant le numérique, avant Hollywood, avant la parole, la couleur, à la naissance d'un art.
Ça la fascine, les origines. Retrouver le moment où le cinéma n'était pas, puis est advenu, l'étincelle, l'instant initial qui mène à l'expansion d'un univers. Mais pas d'étincelle, pas d'avant et d'après, de points sur une ligne. Le cinéma n'est pas né dans un atelier, de la volonté d'un homme. Le cinéma est la conséquence d'une époque, la convergence de techniques. En Amérique, en Europe, en Asie, des inventeurs, sans se connaître, travaillent à la même chose. Saisir. On a déjà la voix, il faut la vie. Comprendre, capturer. La photographie a montré le chemin, il faut le mouvement. Il n'est pas apparu pour divertir, il était l'outil de la science, donné à voir le monde. Le cinéma est né d'un profond désir de dissection. Saisir le vol d'un oiseau, la respiration d'une grenouille, les mouvements d'un tendon, le battement d'un cœur, en fait, tout a commencé par un pari. Étienne Jules Marais, médecin français, s'intéresse à la locomotion terrestre. Ses études sur le galop du cheval entrent en contradiction avec les peintures classiques. Selon Marais, le cheval n'a pas les 4 pattes qui quittent le sol lorsqu'il est en extension. Le fameux galop volant n'existe pas. Voilà que Rubens, Géricault, Degas se seraient trompés. On s'insurge, on demande des preuves, on offre un prix à qui résoudra le mystère. En 1878, Edward Muybridge, un Anglais, relève le défi. Après de nombreux essais, il convoque les journalistes le long d'une piste où sont disposées 24 chambres photographiques. Occident, le cheval s'élance, déclenchant sur son passage les 24 appareils. Verdict, Rubens, Géricault et Degas ont menti. Muybridge et Marais se lancent dans cette nouvelle discipline, la chronophotographie. Ils défont les animaux et les hommes. Vol de pélicans, vol de colombes, saut à la perche, femmes descendant un escalier, hommes qui courent, vol de cigognes. C'est toute la vie à détailler, toute la vie à enregistrer. La moitié du cinéma est là, ce qu'il faut maintenant, c'est recomposer le mouvement et le projeter. Voilà, on ne résiste pas au piège de raconter une histoire. Choisir un événement, le monter, le construire, oublier les autres. Les personnages sont là, typiques, singuliers, un pari, une tension, un enjeu, le fait transformé en histoire, en symbole. Sans cesse se rappeler de l'arbitraire des récits. Pour une légende, combien d'accidents, de miracles, de drames non racontés, combien de vies tues, revenir en arrière, détricoter, dépouiller l'événement de la fiction, la réalité pour elle-même, nue, une suite d'épisodes sans lien entre eux, ni dénouement ni morale, la réalité pour elle-même, l'évidence crue d'un image par image. Le cinéma, un profond désir de dissection. Constance se retrouve dans l'obsession de la chronophotographie. Qu'est-ce qui se joue en fait dans les 24 clichés d'un cheval au galop? Décomposer ses mouvements et les fixer pour toujours, la compréhension et la maîtrise. Elle parcourt les pages des ouvrages scientifiques, ces hommes et ces femmes sur fond noir qui marchent, se baissent, montent un escabeau, un mouvement à la fois. Une berceuse pour Constance. Elle se calme et se repose parmi ses bras qui se lèvent, un muscle après l'autre. Ces instants isolés, ce temps suspendu, dans l'image par image, elle trouve un abri, un chez-soi, un espace qu'elle découvre et reconnaît, une demeure. Bien plus qu'une curiosité, ces images sont un lieu. En décomposant et en fixant le mouvement, parvenir aux confins, accéder au territoire qui compte, celui de l'origine. L'origine dira tout, expliquera tout. Briser l'atome, isoler les gènes, parvenir à la réponse, une seule. Pour Constance, rien ne va de soi. Le réel si fragile, les frontières poreuses, les limites inexistantes, la vie est à résoudre. Elle cherche la réponse qui fera du tout un tout, ultime réassurance, la seule qui tienne, qui la retienne. La chronophotographie, le chemin vers l'origine, elle est là, juste là, se devine, et logée ici entre deux images. Le soleil s'est couché, l'appartement est froid, Constance fiévreuse. J'étais hier au royaume des ombres. Hébétée, elle masse le bout de ses doigts, glacés, rigides, lointains. Elle s'est encore égarée dans les documents, les dates et les noms, happée par l'histoire. Quand elle remonte à la surface, après avoir côtoyé le passé et ses images, le présent et la vie ont changé un peu. Donc là, pour situer, on est dans un chapitre un peu plus loin, où Constance rencontre un personnage qui s'appelle Georges, dont l'arrière-grand-père était forain. Et donc, ils vont voir un garage, en fait, où il y a les restes des forains, que Georges n'a jamais ouvert pour l'instant. C'est une petite dédicace au cheval qui a l'entrée. Le rideau de fer glisse sur son rail, heurte l'encadrement. Bruit de tonnerre qui se répercute contre les garages fermés du parc de stockage.
Ciel gris, froid, toit en tôle, la zone est déserte, seules leurs 2 voitures sur la terre battue. Georges se recule de quelques pas pour embrasser la totalité du garage. C'est une masse sombre aux contours indistincts, un empilement d'objets, un équilibre les uns contre les autres. Pas d'éclairage à l'intérieur, l'obscurité soude les pièces détachées, les dilue l'une dans l'autre, c'est une somme compacte, brute, une bête qui attend. Georges sort une lampe de poche, promène le faisceau lumineux dans les entrailles du box. Des morceaux apparaissent, rouges, bruns, noirs, des bouts de ferraille, des formes inconnues. L'amas résiste sous la lumière, ne se comprend pas. Au seuil, Georges se heurte contre cette matière froide, muette, ces objets qui ne lui appartiennent pas. Alors à qui ? Les morts peuvent-ils être propriétaires ? Ou pire, des biens sans fonction ni maître, des objets indépendants, solides, opaques, aucun dialogue entre un pur objet et un homme. Constance s'approche. 2 rayons lumineux maintenant tentent de percer le garage. Les restes des forains s'élèvent haut, plus haut qu'eux, le temps et l'abandon ont cimenté ce cimetière, l'air du dehors pourrait tout faire s'écrouler. C'est la première fois que je viens. Georges, immobile devant ce legs indéchiffrable. Intrus, imposteur, infidèle, mauvais descendant. Constance s'avance, ne distingue rien dans l'amoncellement compact, il faut vider. Elle saisit une première pièce, la tire péniblement, la dépose au sol. Georges n'a pas bougé, horrifié par le pillage, cette infraction dans une intimité qui lui est étrangère. Il est l'étranger, n'a rien à faire là, que devient la masse une fois qu'on a touché une de ses parties. C'est un rail en bois, légèrement courbé, le début d'un virage. Georges tourne autour du rail, le surveille pour sentir son poids. Il y avait beaucoup de pièces détachées. Plus il y a de pièces, plus l'attraction est légère à transporter. Constance a son tour d'être conteuse. Les greniers, par exemple. Votre arrière-arrière-grand-père, il avait 7 wagons. Il a commencé par un simple stand de loterie. Sa femme était fille de porcelainier. Il récupérait les vaisselles ébréchées, les disposait en ligne et proposait aux passants de les briser en lançant une balle. 3 assiettes cassées, un lot remporté. Rapidement, ils s'agrandissent. Ernest Grenier a l'instinct des forains. À l'affût des nouveautés, de tout ce qui pourrait faire spectacle, il suit de près les innovations. Rayon X, kaléidoscope, kinétoscope, entre science et curiosité, les forains vulgarisent la technologie, donnent accès à la modernité. Il crée son théâtre électrique Grenier. Pendant que Constance raconte, le garage se vide. Ils extraient les chevaux en bois, les éléphants à la selle vernie, les tigres et avions du manège pour enfants. La peinture écaillée se détache sous les doigts, les pupilles noires et fixes des animaux. Débarrassés des grosses structures qui encombraient l'entrée, ils s'avancent sur les premiers mètres. Il fait froid, le soleil imprime un trait au sol, il le dépasse. D'immenses panneaux entassés, des volutes de la peinture qui imitent le marbre, du bois sculpté, de larges inscriptions aux couleurs passées. Le théâtre électrique, défait, mis à plat, en morceaux. De la paume, Georges nettoie la poussière de bois, de terre, de temps, un L apparaît sous le gris. Il s'empare d'un des panneaux, tire et ne bouge pas. Constance saisit l'autre coin, ensemble ils le dégagent, souffle sous l'effort, les bras sont douloureux. Il le couche sur la terre battue, on y lit électe. Le fronton est noir d'usure, les lettres blanches au relief doré. L'excitation dans la gorge et au bout des doigts, Constance fébrile, l'espoir de trouver quelque chose. Vous cherchez quoi exactement ? Des films. Quand le cinéma naît, on ne sait pas quoi en faire. Tout le monde est impressionné par les images qui prennent vie, on regarde les trains, des hommes jouer aux cartes et puis on se lasse. C'est une curiosité qui se limite aux grandes villes. Pas question d'y voir de l'art, c'est une mode de passage où le peuple s'amuse. Nouveauté, spectacle, les forains s'en emparent et le cinéma s'épanouit sous les tentes. Il fallait 7 wagons pour déplacer le théâtre électrique. Embarqué par une locomotive puissante, il roule de foire en foire. Rouen, Orléans, Saint-Nazaire, Angers, le nom Grenier peint en grand sur les côtés. Arrivé en gare, 8 bœufs tractent les fourgons jusqu'au champ de foire. Une des voitures abrite les 2 énormes groupes électrogènes, tous de tuyaux et fusibles, brillants, modernes, comme des réacteurs que le public vient admirer depuis les fenêtres. 2 voitures d'habitation richement décorées, des meubles en bois ouvragé, des lits aux couvertures en dentelle. Les 5 autres wagons sont vidés dans la journée, il faut être prêt pour la représentation du soir. Dans les campagnes, les forains amènent l'électricité. Attraction en soi, ils paradent sur la place du village avec leurs voitures, les premières voitures.
entouré de guirlandes d'ampoules étincelantes. Le jour, il se transforme en réalisateur. Armé d'une caméra, il se promène sur le marché, à la sortie des églises, le long des chemins, aux alentours des fermes, tourne la manivelle, capture les habitants, immobile, un peu gauche, face à cet œil devant qui on ne sait pas quoi faire. Ce soir, venez vous voir sur grand écran pour 50 centimes à la nuit tombée. Et avant les Méliès, les sorties d'usine et les entrées en gare, 2 minutes d'images tremblantes où ceux qui encore s'éclairent à la bougie voient leur double s'animer sur un drap blanc. Georges et Constance forment une chaîne, évacuent les morceaux de façade qui n'en finissent pas. Le théâtre électrique fait 45 mètres de long. Son orgue joue fort des mélodies mécaniques plus fort que son voisin. L'entrée est éclairée par une arche d'ampoules rondes et blanches comme des fruits mûrs, étincelle dans la nuit, attire et appelle le public qui se rassemble. Scrute la façade ouvragée qui offre le premier spectacle. La foire montre, dévoile, exhibe. Les baraques déploient peinture et dorure. Il y a de l'ivresse à voir, de la jouissance à voir. Le théâtre électrique contenait 400 places. À quoi ressemblait une séance de cinéma chez les forains? Impossible de savoir. L'extérieur des baraques a beaucoup été photographié. Les banquistes en faisaient des cartes postales qu'ils vendaient au public, mais de l'intérieur, presque rien. Ce qui se passe dans une attraction reste un mystère, derrière le rideau de velours rouge, dans la pénombre où se love le chaud. Trop peu de témoignages nous sont parvenus, on manque d'indices. Nous restons sur le seuil. Mais il y a les affiches, les noms qui font naître des images. La lune à 1 mètre, le président Kruger en France, Cendrillon, la femme volante. Devant le public se succèdent des féeries et des films à trucs, des jongleurs et des acrobates. Le cinéma, une attraction parmi d'autres. On appelle sur scène une femme courageuse dont on verra les os de la main, révélés par les tout-puissants rayons X. Un homme avale des clous, des couteaux et des horloges, juste avant que la salle à nouveau s'assombrisse, l'écran éclairé d'images en mouvement. Voyage immobile, on découvre la Russie, le Japon, l'Antarctique, on voit des ours, des tigres et des lions. Par-dessus, les cris de surprise et d'émerveillement, l'orgue de barbarie au dehors ne s'arrête jamais, appâte les clients suivants. Un conférencier explique et fait les dialogues, mais pas toujours. D'après l'humeur du projectionniste qui tourne la manivelle plus ou moins vite, suivant l'énergie de l'orchestre, les mêmes films se font entraînants ou tristes. Chaque représentation est unique, nous échappe. Restent nos souvenirs et le cinéma pour rapiécer l'image. Une fête foraine au mois d'août, pas loin du bord de mer, un presque baiser, le sucre évanescent d'une barbe à papa, le nez de clown en bouchon de bouteille du Grand Zampano, l'arrivée d'un train dans la nuit et la brume, l'adrénaline d'une file d'attente, la peur, les regrets, l'estomac qui remonte, les bouches qui s'ouvrent et le cri qui ne sort pas, les trompettes et grosses caisses de Fellini, une monumentale farandole de fin, le vinyle crissant des sièges, la barre à laquelle on s'accroche, main moite qui se relève et nous libère, le palais des glaces dans lequel on s'attendait à se perdre davantage. La fête foraine tour à tour mélancolique, spectaculaire, enfantine et grave. Georges tire une malle en bois sombre. Le fermoir est libre, ni cadenas ou énigme. Constance fébrile. Elle bascule le couvercle, l'accompagne jusqu'au sol. Des visages. Joues rouges, sourcils épais, yeux maquillés de noir, bouche qui sourit ou ouverte en suspens. Des hommes et des femmes, regards fixes droit devant, des impacts ont marqué la peinture, creusé le bois, leurs habits se mélangent, les marionnettes les unes sur les autres, costumes et robes, feutres, mauvais velours, dentelles. Après avoir joué les complots, tromperies et amours impossibles en théâtre miniature, passé le charme des guignols, ils ont été recyclés en chamboule-tout, un prix pour qui en fera tomber 3. La malle est profonde. Constance y plonge le bras, le retire tout de suite, a rencontré des petites mains en bois, éprouvé la souplesse désagréable des marionnettes inertes, l'inconsistance des corps désarticulés. Elle approche un drap et une à une dépose les figurines. Certaines sont plus marquées, peut-être étaient-elles placées au milieu ou quelque chose dans leur expression attirait les tirs. On appelait l'attraction le jeu de massacre. Au fond, peut-être des bobines. Conservez-la, oubliez-la, Constance, un corps après l'autre, vide la malle. Un pied minuscule perd sa chaussure, elle le lui remet. Des bobines, conservez-la, oubliez-la, le sauvetage des films des premiers temps, l'œuvre du hasard, de particuliers, qui sans le faire exprès, par habitude, sentimentalisme, effroi de jeter, pour garder un souvenir, garder le souvenir du monde. Du cinéma des premiers temps, on a perdu les 2 tiers. Détruit, disparu.
Des films, on faisait d'autres films. On recyclait la pellicule, on récupérait les selles d'argent, on enterrait les bobines dans la terre, dans la glace. On purgeait les collections pour relancer le marché, on organisait des autodafés où on coviait le public. Du nitrate qui brûle ne s'arrête pas de brûler. Divertissement populaire, curiosité, mode, que le temps passe et que passe le cinéma. Au fond de cette malle, quelques pellicules peut-être, même une, rien qu'une. Qu'est-ce qui pousse une famille à garder des marionnettes, de vieilles affiches, des manèges démontés? Qui regarde les photos, expose l'argenterie, porte les colliers des grands-mères? Qui referme les albums avec l'envie d'y revenir bientôt? Quelle chance de trouver dans cette malle, dans ce garage, rien qu'une pellicule. Constance n'a pas encore atteint le fond de la malle. Garder pour maintenir l'illusion d'un temps long, l'impression d'avoir prise, pour jouer l'illusion du sens. Le malaise quand on jette des chaussons de baptême, gardés par superstition, si les objets pouvaient juste disparaître. Au fil des générations, un héritage de plus en plus parcellaire, un héritage unique, impossible de garder plusieurs histoires, une seule survie, l'histoire de la famille. Simpliste, expurgée, polie, réduite à un seul fil, le passé. Cette chose sans laquelle, dit-on, l'avenir est impossible, qui nous ancre. Fiction. Du cinéma des premiers temps, on a perdu les 2/3. Du passé, on ne garde rien. Du fleuve aux multiples courants, plus qu'un filet qui difficilement s'écoule, n'irrigue plus, au fur et à mesure s'amenuise. Ou des lacs, souterrains, immenses, à l'eau noire, pas la somme des ruisseaux, mais la rencontre de courants qui n'ont jamais vu la lumière du jour. Grand tout inintelligible, eau lisse dans laquelle on se noie. Se débattre avec les traces. La malle est vide, pas de bobine. Constance se laisse retomber, assise sur ses talons. Les bras sont lourds, une fatigue encombrante sur ses épaules. Bien seul face à la marche du temps, indifférent, inhumain, bien peu contre la perte, la destruction et les disparitions. Près d'elle, Georges s'accroupit. Le garage est plein, aux 2/3 encore.